Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture BD et la culture comics par leur travail. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un auteur et artiste d'une bande dessinée qui s'appelle Les Contes du Givre, publiée aux éditions Comics Initiative. Il y a 2 tomes qui sont sortis et vous allez le voir si vous feuilletez le bouquin, c'est un titre qui est inspiré, enfin qui puise dans des influences de bande dessinée américaine. Donc forcément, nous, on ne pouvait pas manquer cette occasion de rencontrer son auteur au festival Quai des Bulles. Donc on est avec Jocelyn Billard. Bonjour Jocelyn. Bonjour Arnaud. Ah, il connaît mon prénom, c'est vrai, alors que je m'étais même pas présenté forcément avant. C'est incroyable, tu vas bien ? Ouais, bien, et toi ? Ça va très bien. Alors justement, si je t'ai invité dans First Print, c'est pour parler des Contes du Givre. Avant tout, Jocelyn, est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, et vu que c'est la première fois que tu viens dans le podcast, tu peux nous faire un petit topo sur toi ? Sur moi ? Ouais, ton parcours. Je suis un Nantais, auteur nantais, un peu autodidacte, on va dire, parce que j'ai fait 1 an d'école à Pivot à Nantes, et après j'ai fait une formation de graphiste. Et ça fait une dizaine d'années que je vais dans des festivals. Et depuis 2015, j'ai sorti ma première BD, Gregory Sand, une trilogie avec Mobias au scénario. Et là, depuis 3 ans, j'ai lancé ma propre BD, Les Contes du Givre, du coup. Et alors, tu me disais en off juste avant que tu avais fait des strips avec Manu sur comicsblog.fr il y a de cela quelques années. Presque une dizaine d'années. C'est vraiment au tout début de Comicsblog. On en a fait 4-5 et après... on n'arrivait pas à s'accorder sur le temps et il y avait beaucoup de choses à voir de leur côté, du coup voilà. Voilà, mais le monde est petit, voilà, des années plus tard c'est une forme de nouvelle réunion. Alors justement, est-ce que tu peux me parler du coup de l'origine des Contes du Givre, d'où ça vient? Ouais, alors à l'origine en fait c'est pendant la réalisation de mon tome 3 de Gregory Sand, j'attendais le scénario et du coup je me suis mis à écrire une histoire qui est pas du tout dans les contes pour l'instant. Et à un autre moment, j'ai fait sur 2 Noëls, je me suis dit tiens, sur une semaine, je vais faire une histoire et je vais la dessiner en une semaine. C'était un petit challenge et tout. Et je voyais que ça avait plu. Donc c'était l'histoire du golem et l'histoire du bûcheron. Et en fait, j'ai proposé à Michael Jérôme, donc de Comics Initiative, le premier scénario que j'avais écrit, donc qui s'appelle Le Chant de l'Arfang. Et je me sentais pas forcément très capable de le faire à ce moment-là en dessin. Et donc je lui ai parlé de ces contes que j'avais écrits et ça le plaisait. Et on a cherché à comment publier ça. Et en fait, je me suis dit, j'ai créé tout un univers avec le scénario. Et je vais mixer ces contes avec l'univers et donc faire une espèce de faux recueil de contes en fait. C'est-à-dire qu'avec Michael de Comics Initiative, vous vous connaissiez d'où? Vous vous êtes rencontrés comment? En fait, il travaillait pour Planète BD à l'époque et il était venu m'interviewer pour Gregory Sand. D'accord, ouais. Et après, il m'a proposé de faire une illustration pour Kirby and Me. Ouais. Et en fait, vu qu'on était on habitait pas très loin l'un de l'autre, on a commencé à sympathiser et puis après ça j'ai travaillé un peu pour Comics Initiative et puis lui proposer assez vite ma BD quoi. Donc voilà. D'accord. Parce que dans cet univers, donc dans les Contes du Givre, en fait, on est dans une forme d'univers un petit peu de fantasy avec des personnages animaliers. Ouais. Ça me fait un peu penser parfois à Mouse Guard par exemple. Et en fait, tu as cette figure de taupe qui va raconter des histoires en fait à ses enfants. Donc ça, c'est quelque chose que tu as amené après avoir écrit en fait le premier des contes. C'est ça? Tu t'es dit, il faut maintenant que comment lier les contes parce que tout au début, on s'est dit, on va faire juste des contes d'affilée, un peu comme peut faire Mignola sur des histoires de comme certains de ces recueils en fait où c'est juste des histoires qui sont les mises les uns à la suite des autres. Et en fait, je trouvais que c'était un peu ça faisait trop épisodique en fait. Et du coup, j'ai cherché un fil rouge qui permettrait de lier. Donc c'est des enfants qui sont enfermés dans une grotte, on sait pas trop pourquoi. Et donc l'espèce de grand-mère de la tribu raconte ce qui se passait dehors à l'époque. Donc voilà. Comment tu construis cet univers?
C'est-à-dire qu'il faut du coup ce personnage donc de Baba Mola, donc Ouais. cette taupe, faut l'univers animalier derrière, et notamment parce qu'à la fin de chacun de tes tomes, tu fais des pages en fait d'annexes Ouais. qui développent la mythologie. Comment on construit un univers comme ça? Bah en fait, comme j'avais écrit le premier scénario, j'avais créé toute une cosmogonie. Et du coup, je savais comment l'univers était créé, tout ça. Et en écrivant les contes, soit je prends un dieu. Là, dans le tome 2 notamment, je présente tous les dieux. Et je savais ce que chacun faisait. Donc après, je cherche comment raconter ça en fait, quelle histoire je peux raconter sur comme dans une mythologie en fait, comme les mythologies grecques, tout ça. Et souvent c'est plus un personnage qui va me plaire ou une situation. Et du coup, j'en fais une petite histoire. Le but, c'est de pas faire non plus 150 pages sur un personnage, mais de présenter. En fait, je présente un univers, quoi. Mais t'as, je sais pas, genre chez toi, un classeur avec une grande carte du monde, avec les fiches de toutes les divinités. Non, j'ai juste un arbre généalogique des dieux, ouais. 2-3 notes. J'évite de prendre des notes parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça m'embrouillait plus qu'autre chose, parce qu'après, on se retrouve avec une pile de notes. Et au final, on s'y perd. Genre, je l'ai noté quelque part, et puis tu perds 2 heures à chercher ta note. Du coup, maintenant, je fais vraiment un peu au feeling. J'ai noté 2-3 choses. Entre le tome 1 et le tome 2, ma cosmogonie a changé, donc j'ai dû refaire des corrections dans mon arbre généalogique. Et en faisant ces corrections-là, j'ai même réinjecté de nouvelles choses encore pour le tome 3. Donc voilà, c'est vivant, quoi. Mais parce qu'à l'inverse, si tu prends pas de notes, il y a aussi effectivement ce risque-là en développant les choses que en fait tu oublies et que tu as un problème d'incohérence dans la propre construction. C'est le risque que je prends effectivement. Après, j'essaye de le relire, de me souvenir donc mais bon, ça va. Normalement, j'ai à peu près, je sais là où je vais en fait. D'accord. Et pour chacune des histoires alors, puisque elles sont pas forcément liées les unes aux autres, hein, c'est ce qu'on se constate au fil des tomes. Donc ça prend des thématiques, ça prend des personnages assez diversifiés. Là aussi, tu t'inspires de quoi pour les construire? Alors c'est une idée qui te vient comme ça. Il y a des choses très précises que tu as en tête depuis longtemps. C'est ça. Il y a des quand on lit les livres, on a l'impression que c'est pas lié. Moi, je sais où je vais, donc je sais où ils se lient, où ils sont liés. Et du coup, des fois, effectivement, je sais pas trop quelle est l'action, mais je sais quel est le but. Donc, je vais construire effectivement pour aller dans la direction que je veux. Et par contre, parfois, effectivement, je me laisse surprendre par l'inspiration du moment. Je me dis, je voulais faire ça, mais finalement, ça marche bien comme ça. Est-ce que ça coïncide avec ce que j'ai voulu écrire? Ouais, ou pas? Ou alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour que ça coïncide, quoi? Il faut à chaque fois avoir une morale dans tes histoires? J'essaye. J'ai pas l'impression que dans le tome 2, il y en ait à chaque fois vraiment, mais j'essaye qu'il y ait quand même c'est pas une morale dans le sens conte comme dans le premier par exemple, c'est plus une leçon de vie, plus leçon en fait. Ouais, je sais qu'il y a quand même une leçon à retenir sans être moralisateur. Le but c'est pas de faire la leçon aux gens, c'est juste quand même cette histoire à la fin où tu dis il faut se brosser les dents avant d'aller se coucher, quand même c'est un petit peu moralisateur, ça, Jocelyn, quand même, faut le dire. Bon, bien sûr c'est une blague, il n'y a pas de morale comme ça, mais c'est une inspiration plus de contes, de genre contes de... Quelles sont tes inspirations vraiment sur le pur format de conte en fait, sur l'écriture? Je dirais un peu plus mes lectures d'ado, enfin de jeunesse, on va dire, où j'étais très porté sur la mythologie. Et du coup, en fait, la mythologie, il y a beaucoup de morale, mine de rien. Donc, c'était retranscrire sans forcément tirer une morale, mais finalement, je la cite quand même par Baba Mola qui explique aux enfants. Mais en fait, on décrit la BD un peu comme la fusion de Père Castor dans le monde de Dark Crystal. Voilà. Ouais, c'est pas mal, voilà. c'est pas mal pensé, effectivement. Il y a aussi quand même quelque chose qui est très frappant avec les contes du Givre, c'est sur la partie graphique, puisque en fait, chacune des histoires, chacun des contes que tu illustres, en fait, tu le fais dans un style qui est à chaque fois différent. Alors, par exemple, sur le premier tome, la première histoire, on reconnaît clairement une inspiration à la Mike Mignola. Et après, ça change. Tu fais aussi de l'aquarelle, tu fais des choses, mais même dans le style aussi, parce que parfois, tu fais des BD quasi muettes. Parfois, il y a pas forcément énormément de dialogue non plus, en fait, dans ces choses-là. Donc là aussi, ça te demande quand même d'être hyper versatile dans ton dessin.
Ouais, donc là, la question c'est qui sont les autres personnes qui dessinent, Jocelyn? En fait, il y a que moi, mais c'est que c'est venu un peu naturellement parce que justement les 2 premiers contes que j'avais écrits, mon but en les faisant une semaine, c'était de m'inspirer d'un auteur et de l'imiter. Et quand j'ai voulu faire le premier tome, je me suis dit mais est-ce que j'imite d'autres auteurs ou est-ce que je me permets d'être juste libre graphiquement et de tester des choses en fait. Donc pour moi c'est une grande cour de récré et je teste, je touche à tout quoi. Voilà, il y a des trucs que je sais que je vais pas maîtriser, donc je vais m'amuser à faire des planches pour rien entre guillemets. Et j'essaye aussi que le style graphique corresponde avec l'ambiance du conte. Ouais. Pour que voilà, donc par exemple le conte qui est La fleur des murmures dans le tome 1 où il y a juste une phrase un mot par case. Tu voulais faire, Mika nous a dit récemment que tu voulais la faire en muet à la base. C'est ça. À la base, je voulais vraiment faire un conte muet et je me suis rendu compte en le faisant lire que personne comprenait ce que je voulais. Donc je me suis dit j'ai rajouté juste un mot pour que ce soit très léger. Et là, je l'ai fait en aquarelle parce que ça me semblait très apaisant, très muet justement l'aquarelle. Surtout en monochrome, là c'est en sépia donc c'est simple. Mais j'ai pas perdu l'idée de faire un conte muet. D'accord, dans le tome 3 je pense. mais justement par rapport à ces différentes techniques de dessin, il y en a que tu maîtrises pas du tout, alors c'est je les maîtrise pas dans le sens où je vais pas dans des techniques que je connais pas du tout. Par exemple, je me lance pas dans un truc à la gouache, ça c'est pas un truc que je pourrais maîtriser du tout. Okay. Mais c'est des choses que j'ai déjà touchées et tu sais comment m'en sortir avec mes connaissances à moi en fait aussi. Et c'est vrai que des fois il me faut 2-3 pages pour arriver à me dire ça y est, ça donne quelque chose, donc on recommence les 2 premières, tant pis. Mais tu dis que tu fais pas de gouache, mais j'ai quand même l'impression que certains contes, notamment sur la jeunesse de ton univers, c'est fait avec de la peinture. Mais alors c'est de la peinture numérique ou c'est fait comment? Non, à part l'aquarelle, ce genre de planche là, tu vois ça. Voilà, c'est de l'encre de cartouche en fait. D'accord. C'est des écolines et ce genre de choses, voilà, mais c'est pas de la gouache. D'accord. Mais alors, la peinture pure, la peinture acrylique ou gouache, je n'utilise pas parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Mais les encres, c'est un truc qui me plaît beaucoup plus et que je maîtrise beaucoup plus. Donc des encres de couleur, ouais. C'est quoi? Je vais poser une question très naïve, mais c'est genre comme les encres dans les imprimantes, non? Non, c'est comme dans les cartouches de stylo plume, par exemple. D'accord. Voilà. Okay, ouais. D'accord. Donc, et ça, c'est au pinceau que tu ouais, fais. C'est en traditionnel du coup, en couleur directe. Ouais. Ah oui. Ok. D'accord. Ouais. Après, je retouche un peu sur ordi. Quand il y a par exemple, le problème du tradi, c'est que une tâche et on peut pas faire CTRL-Z, donc soit on recommence toute la planche parce que c'est vraiment une tâche qui pose problème, soit on la modifie numériquement. C'est vrai qu'avec les outils d'aujourd'hui, c'est pratique ça. D'accord. Et les histoires, au final, qui sont les moins présentes, mais l'histoire de la Baba Mola qui raconte à ses enfants, ça, tu le fais commencer en traditionnel? Jusqu'à l'ancrage, c'est tradi, et après la colo est numérique. D'accord, mais tu délègues jamais alors? Non, là, dans le tome 2, j'ai demandé à 2 amis de faire les couleurs de 2 contes. Il y en a un, c'était parce que je savais qu'il donnerait l'impression de nature que je voulais. Et le deuxième, c'est un ami qui m'a aidé parce que j'étais en rush et que je savais qu'il gérerait ce que je voulais comme je le voulais. Donc, voilà. D'accord. Donc tu disais que c'était un peu la cour de récré, ce changement de style pour chacune des histoires, et que tu l'accordais aussi avec l'ambiance de ce que tu voulais raconter. Mais au-delà de ça, on a aussi vu des inspirations d'artistes. Donc j'ai envie de dire, est-ce que tu choisis consciemment en fait le style que tu vas prendre à chaque fois, ou parfois tu as dû expérimenter et te dire essayer dans une certaine approche et après tu dis non? Non, je le réfléchis avant. Ouais. J'ai sur mon ordi une base de données d'illustration. Quand il y a un style qui me plaît, je me dis ça je le testerai bien, et après je vois sur quel compte ça pourrait aller pour me dire là c'est un compte plutôt enfantin, donc je vais pas prendre un style graphique dur, je vais plutôt prendre un truc il y a un compte qui c'est pas le rendu que j'aurais voulu, mais à la base c'était une inspiration Guillaume Bianco par exemple. Voilà, c'était pas mais bon, j'ai pas du tout maîtrisé, c'était pas du tout ce que je voulais, mais c'était pas ce que je voulais à l'origine, mais je suis allé dans une autre direction en partant de quelque chose que je voulais à la base, quoi. Est-ce que tu penses un peu aller explorer aussi des approches encore plus américaines dans la BD, d'avoir quelque chose avec vraiment tu fais déjà des pages pleines et tout ça, mais quelque chose qui sont un peu plus super-héros, on va dire, ou à l'inverse, est-ce que tu veux faire aussi du noir et blanc pour tester un peu quelque chose de plus asiatique? Ouais, là, c'est vrai que le style manga, entre guillemets, me titille un peu. Je sais pas si je le ferai sur mon tome 3,
mais j'ai une histoire qui sera plus tard qui elle s'y collerait bien, je pense. Après sur le côté super-héros classique, musclé, tout ça, j'ai pas non plus d'histoire qui colle en fait. Tu peux faire des grosses souris très musclées. Voilà, c'est ça. Vu que c'est des petits animaux mignons, c'est un petit peu dur de faire. Voilà, donc. Mais là, j'ai pensé aussi à des styles un peu plus Mickey, par exemple. Ah ouais. Ou animation, ou ce genre de choses. Il y a plein de choses qui me titillent un peu, et du coup, j'ai vraiment envie de tester, voir ce que je peux faire, voir ce que ça peut rendre dans l'univers. Donc, je me limite pas du tout sur les sources d'inspiration. C'est pas. Là, je pense même faire un conte inspiration La Nuit étoilée de Van Gogh. D'accord. Donc voilà. Mais c'est pas difficile à la fin, enfin du coup, parce que comment on définit ton style après? Comment toi-même tu t'arrives à définir ton non mais style, moi mon style propre à moi, c'est les intercontes. Voilà, c'est ce qui se passe avec Baba Mola, justement. Ça, c'est plus mon style de base, entre guillemets. Le reste, ça reste du plaisir et des envies. C'est voilà, mais c'est vrai qu'en salon, j'ai beaucoup de gens qui me disent mais vous êtes combien à faire ça en vrai? Enfin, non, je suis tout seul, mais je suis tout seul parce que ça me plaît en fait, et je trouve que j'ai pas envie de me limiter en fait. Ouais. C'est l'univers me permet de le faire, bah je le fais. Ah, on me dit, il y a des messages à l'aide qui viennent de ta cave, Jocelyn. Il faut que tu les libères maintenant, ces gens. Il faut qu'ils arrêtent de dessiner. sur les thématiques des contes, parce que tu parles de créativité, d'émotion, tu parles parfois de divinité, parfois tu parles de deuil aussi. Il y a quand même aussi un conte juste sur la mort, notamment dans le tome 2. Ouais. J'ai l'impression que ce deuxième tome, notamment, est peut-être plus inspiré de la période que tu as vécue pendant l'élaboration en fait, du bouquin. Et parce que tu l'évoques aussi un petit peu dans l'introduction par rapport le fait que c'est quand même un album qui a vu le jour en 2020-2021, donc pendant des périodes relativement compliquées pour tout le monde. Comment ça s'est manifesté après sur le papier? La période j'ai pas l'impression qu'elle m'ait impacté réellement, dans l'écriture. Vraiment. C'était des thèmes que je voulais déjà aborder, c'était des choses que entre guillemets j'aime aborder. Bon, c'est un peu bizarre de dire que j'aime aborder la mort, mais c'est des choses qu'en plus je pouvais déjà aborder sur ma première BD, même si j'étais pas le scénariste, j'ai pu mettre des choses dedans. Mais non, par contre, ce qui m'a marqué sur la première période de confinement notamment, c'est de me rendre compte que j'avais, sans le savoir, fait des enfants qui étaient confinés aussi et qui vivaient enfermés, et du coup qui devaient se nourrir de ce qu'ils avaient sur place en fait. Et du coup de me dire c'est quoi moi je sais ce qui est pourquoi ils sont enfermés, mais c'était de me rendre compte que finalement j'étais plus proche d'eux quelque part, quoi. D'accord, mais c'était justement on va pas dire un reproche, mais le fait est que après 2 tomes, effectivement on ne sait toujours pas pourquoi ces animaux-là sont enfermés, pourquoi il fait froid, parce qu'il y a une sorte d'air glaciaire. Est-ce que et autant dans le premier tome, ce qu'on avait, tu vois, c'était que après tous les premiers contes, t'avais quand même l'origin story de la Baba Mola. Ouais. Là, dans le deuxième, c'est quand même un ensemble de contes qui reste beaucoup plus distant en fait de la trame principale. La question, c'est quand est-ce qu'on va savoir ce qui s'est passé? Non, normalement, là, j'ai déjà commencé dans le 1 et le 2 à mettre des petits indices. Dans le tome 3, il y aura un peu plus de choses de révélation, et notamment à la fin, où j'ai décidé d'inclure un épilogue que je pense, après avoir sur la campagne Ulule, si elle sera vraiment dedans, mais je l'ai déjà écrit, je sais à peu près où je vais. Donc si on peut mettre l'épilogue, il y aura un épilogue qui présente beaucoup plus en fait, qui explique beaucoup plus. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu vois sur du long terme avec cette série. C'est que j'ai déjà 9. Là, j'ai même pensé à un 10 et un 11. Donc voilà. Mais j'ai quand même l'idée plutôt de faire des cycles en fait. Donc là, le troisième, c'est vraiment une fin de cycle, et après on repart sur une autre trilogie. En fait, c'est 3 trilogies surtout. D'accord. Voilà. Mais qui se situeront à chaque fois dans le même univers. C'est ça. Qui sont toutes liées en fait. Il y a normalement après, de ce que je prévois, après c'est pas dans le marbre, mais de ce que je prévois, la deuxième trilogie sera surtout des récits longs. Donc c'est des contes longs. Donc on reprend ce qui va aussi te permettre d'ajuster ta technique d'écriture, parce que le récit court, ça t'impose aussi. Alors après, il me semble que tu es quand même relativement libre sur cet album de faire ce que tu veux, mais tu t'imposes une limitation de planche, et c'est compliqué de vraiment se limiter pour se dire j'ai un message à faire passer, une histoire à raconter. Par contre,
Ouais. J'ai 10 planches pour le faire. Ouais. Bah, j'avoue que là, justement, sur l'écriture du tome 3, il y avait certains. C'est un tome qui est beaucoup plus porté sur les monstres de l'univers, les créatures géantes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des fois où je savais où je voulais aller. Je voulais faire un petit récit. Et à force d'étayer l'univers, et l'univers du conte en lui-même, bah, j'avais écrit 10 pages. Enfin, pas 10 pages, mais voilà, je me disais, heureusement, en fait, que c'est pas. Enfin. C'est plus c'est une BD qui est un peu bâtarde dans le sens où c'est pas de la BD avec des bulles, c'est surtout du récit illustré. Ouais, du récitatif. Du coup bah voilà, si je vois que j'ai un pavé, un paragraphe énorme, bah c'est pas grave, il va tenir dans la page. L'illustration sera avec. J'ai pas besoin de faire 10 pages avec ça. Je peux synthétiser, heureusement. Donc voilà. Ok. Et dans les étapes d'écriture, vu que tu es à la fois auteur et illustrateur, est-ce que tu t'imposes quand même de faire des scripts très, très détaillés ou tu arrives à fonctionner avec Non, j'écris juste. Les seules choses que j'écris, c'est ce qu'il y aura dans la BD. D'accord. Donc c'est le texte qu'il y aura tel quel dans la BD. Je me décris pas quand j'écris mon scénario, j'écris pas du tout le décor. Tu fais pas je fais une ligne. planche. Voilà, je fais juste une ligne. Non, le découpage de planche, c'est vraiment au storyboard. Je le fais dans ta tête. Voilà, au moment où je commence à apprendre à faire mon storyboard, je me dis bon bah ça, ça va faire 2 pages. Hop. Puis du coup, je teste sur le découpage de cases, si ça passe sur 2 pages ou pas. Donc, ouais. Et c'est une méthode de travail que tu as développée sur les contes de Givre ou que tu avais déjà, notamment sur Givre aussi? J'avais déjà un peu commencé avec ma première BD, mais vu que j'avais un scénariste, forcément, je lui avais demandé justement un découpage plus par chapitre pour être libre de découper, parce que au début, il découpait page par page, sauf qu'en fait, je me rendais compte des fois qu'il me faisait des pages vides et des pages trop remplies. Et du coup, c'était pas pratique pour moi. Enfin, c'était la rencontre de nos visions et je sentais que la mienne, elle était trop restreinte, donc je lui disais, non, fais juste par chapitre. Je te propose un découpage et après on en reparle. Ça, il y avait un vrai échange et on se mettait d'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut manier l'équilibre en fait dans ce que tu vas mettre. Toi, c'est comment tu réfléchis à ça. Je veux dire que le leitmotiv de ton découpage, c'est la quantité d'informations visuelles que tu vas mettre dedans. Ça dépend. Il y a des fois, j'ai vraiment quand j'ai écrit le scénar, j'ai vraiment une image que je veux absolument mettre. Et du coup, je vais me débrouiller pour que soit une pleine page que j'ai vue et que donc les pages d'avant amènent à ça et que le texte suive. Parce que si c'est pour qu'il y ait une phrase sur 3 pages et que après je mette une tartine, c'est pas malin. Mais non, je fais vraiment beaucoup de choses à l'instinct en fait. C'est là où vraiment j'ai toute liberté. Michael, lui, il n'hésite pas à me dire quand il considère que c'est de la merde, mais en général, on peut en débattre et voilà, je me sens pas contraint. Il m'oblige à rien. Il me dit pas, voilà, si je lui dis, ça fera 120 pages au lieu de 110, il me dit, ok, vas-y. Voilà, c'est pas un souci quoi. Et sur le design de tes créatures, alors que ce soit dans les intercontes ou dans les contes même, ça vient aussi de ton imagination, mais j'imagine que tu as des repères aussi. Tu disais avant que tu étais fan de mythologie, donc j'imagine que tu as des c'est ça, il y a j'ai des références et puis je fais de la veille graphique, donc j'ai une base de données de plein d'auteurs différents, de plein de que ce soit des confirmés ou pas confirmés, enfin vraiment entre guillemets, j'ai pillé DeviantArt, donc il y a des choses que je veux, il y a des ambiances que je veux forcément, donc où j'ai un peu tout trié par ambiance, voilà, j'ai une vraie banque de données qui est assez conséquente, qui est voire trop conséquente d'ailleurs par moment. Ouais. Et j'essaie de mélanger tout ça, de me dire tiens, ça pourrait être une bonne idée, et puis voilà, de m'inspirer comme ça quoi. Qu'est-ce que tu dirais quelle est pour toi les plus grandes influences dans ton travail? Comment tu d'un point de vue graphique? Ouais. Moi, j'ai grandi d'abord avec Dragon Ball. Ouais. Ensuite, je suis passé aux comics. C'est pas très Dragon Ball. Non, pas du tout. Non. Mais Dragon Ball Fly. Ouais, voilà. Trop bien. Donc, j'ai grandi avec ça. Après, j'ai eu beaucoup je suis tombé dans le comics très jeune, où j'ai découvert la mort du Captain Marvel à 6 ans. Et du coup, c'était un truc qui m'a très marqué. Ouais. Et c'est un peu le. T'avais compris tout ce que ça impliquait, ce récit, même à 6 ans? Ouais, mais c'était. En fait, mon père est décédé d'un cancer, donc c'était très très proche et c'était au même moment, quoi. Donc pour moi, c'était très marquant. Et du coup,
J'ai toujours continué les Marvel. J'ai mis plus de temps à aller vers le franco-belge, question d'argent. Parce que quand j'étais ado, à l'époque les comics coûtaient moins cher que le franco-belge. Maintenant c'est un peu changé. Oui, c'est ça. Maintenant c'est un peu plus différent. Ouais. Mais je me souviens plus de la question. Pardon. C'est les influences. Les influences. Ouais. Après j'ai donc beaucoup de Marvel et j'ai découvert le franco-belge. Enfin, j'ai toujours un peu lu, j'ai toujours traîné dans les librairies à lire à tout feuilleter, mais j'ai vraiment commencé le franco-belge sur le tard avec Siegfried d'Alex Alice. Okay. Qui m'a tué parce que c'était une histoire qui me plaisait beaucoup, Siegfried, et en plus j'ai eu la chance de le rencontrer avec une école et tout ça, et maintenant j'essaye de vraiment tout regarder en fait. Là je suis tombé sur la princesse guerrière de Alexander, je me souviens plus de son nom de famille. C'est des contes inspirés de l'univers russe. Okay. Et là, je crois qu'il y a une expo ou quelque chose comme ça sur Quai des Bulles. Et c'est du pastel, c'est plutôt un univers enfantin. Et j'avoue que c'est des choses qui sont pas du tout dans ma veine graphique, mais qui m'inspirent quand même en fait. J'essaie de pas me limiter, de tout regarder en fait. Ouais, parce que tu as toute une vague de bande dessinée jeunesse maintenant qui quand même s'installe de plus en plus sur les secteurs franco-belges mais aussi américains. Et pas forcément toi à la recherche d'un public jeunesse avec les contes du Givre. Non, c'est même si on peut le lire de 8 ans à donc c'est certaines approches que tu as quand même des histoires alors qui sont dans des styles vachement épurés qui pourraient s'apparenter du coup à du style jeunesse. Ouais, oui, non, mais justement je me limite pas du tout. Il y a des styles qui sont plus durs, d'autres plus light. Enfin, je suis de base entre guillemets moins adepte du light justement, et c'était je trouvais que l'histoire demandait ça, à être dans les purs. Celle sur la mort par exemple, tu vois, ça fait très enfantin. Oui. Très, très c'était celui-là où je me suis inspiré, enfin je voulais m'inspirer à la base de Guillaume Bianco. Ouais. Donc voilà, j'ai et celle-là, enfin c'est vrai que les auditeurs ne nous entendent pas, mais tu as aussi fait du coup avec des crayons de couleur. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. D'accord, c'est dur ça ou pas, parce que enfin c'est long le crayon de couleur, parce que du coup on peut pas tricher, on peut pas faire un pot de peinture ou que ce soit, c'est vraiment coup de crayon sur coup de crayon quoi. Tu veux dire, c'est laquelle qui t'a, du coup c'est quelle expérience graphique qui t'a posé plus de challenge? La première du tome 2, c'est à l'encre, et du coup la tâche qu'il faut pas, pas que ça déborde, voilà, c'est ça. Une goutte d'eau en trop et ça se dilue beaucoup trop, et c'est frustrant parfois. Donc tu dirais que c'est des difficultés qui viennent plus en fait du support que tu utilises, enfin du matériel que tu utilises, que forcément juste sur le style que tu veux donner. Ouais, parce que et encore que, par exemple, dans le conte sur la mort, le style enfantin, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui me pose question sur quand on sort de l'illustration pure. Une illustration, ça va, mais quand on doit faire bouger les personnages, comprendre leur gestuelle, ça demande à se documenter un peu quand même. Parce que j'ai heureusement, façon de parler, mais j'avais les j'ai oublié le nom, les bouquins de Bianco justement sous le coude pour voir comment lui faisait telle attitude, telle chose. Et le plus dur après, c'est de pas juste singer en fait, c'est de comprendre comment il fonctionne pour le faire soi-même. C'est pendant longtemps j'ai travaillé, quand j'étais plus jeune, je travaillais beaucoup sur Miller et Mignola justement. C'est pour ça que ça a été les deux premiers, parce que leur gestion du noir, moi, m'impressionnait en fait. Alors que 10 années avant, la première fois que j'ai ouvert Sin City, moi j'ai fait, mais le mec il dessine même pas tout, c'est nul, et j'ai fermé. Bon, j'avais une dizaine d'années, mais ça n'empêche que il m'a fallu 10 ans pour dire mais en fait non, c'est génial, c'est fou à quel point ne pas mettre des éléments les rend présents. Et Mignola pareil, même si moi personnellement je trouve que ces derniers tomes de Hellboy sont trop épurés, je préfère Fegredo. Ça n'empêche que tout fonctionne en fait. Donc ok. Dernière étape aussi à aborder quand même avec des contes du Givre, c'est que c'est un modèle d'édition qui est assez particulier, puisqu'on est sur de la publication en crowd publishing, enfin en financement participatif via Ulule. Qu'est-ce que tu penses que ce modèle apporte à l'édition, et pourquoi tu as choisi de te lancer là-dedans? Moi, c'était
c'était un peu le hasard avec ma rencontre avec Michael, mais ça n'empêche que je pense que si j'avais été chez un éditeur classique, j'aurais pas eu la même BD, par exemple. Parce que là, on a pu, grâce au financement, avoir un dos toilé, avoir un nombre de pages conséquent, un format que je voulais. Enfin, c'était vraiment toute liberté, quoi. C'était voilà, c'était. Il y a pas de limite à partir du moment où financièrement ça rentre dedans. Et la seule limite, c'est de se dire, bah, ça coûte tant. Est-ce que moi je le sacrifie entre guillemets sur ce que ça va me rapporter pour le donner au livre, en fait. Et ça me semble plus logique, en fait. On a un meilleur contrôle, vraiment. Et puis je trouve ça motivant de sur 30, 40 jours, 60 jours de proposer aux gens de venir et de découvrir, en fait. Mais il y a aussi la préparation de tous les paliers, de toutes les contreparties et tout ça. Ça demande un boulot phénoménal aussi. Ouais, mais ça peut être drôle, justement, voilà. Parce que tu fais des couvertures variantes, enfin, tu fais des trading cards aussi, vous êtes mis là-dedans. Tu peux proposer effectivement des bonus, enfin des pages en plus. Et ça, c'est aussi la question un peu perverse dans l'autre sens. C'est-à-dire, tu dis, si on atteint ce palier, je vais mettre une histoire de 20 pages en plus. Ouais. Mais pour les gens qui ont backé, si jamais ça atteignait pas, ça fait un peu genre, bah ouais, on a soutenu, mais tu gardes quand même du contenu pour toi. Alors comment même pour moi, c'est frustrant parce que si jamais on n'allait pas jusqu'au bout, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai fait une histoire entre guillemets pour rien et que c'est comment je l'inclus, voilà. Bon, pour l'instant c'est pas arrivé, j'ai eu de la chance, mais après je fais aussi en sorte de choisir quelle histoire en me disant bon, bah celle-ci elle est vraiment plus annexe, donc si elle y est pas, elle sera plus tard, c'est pas très gênant. Mais oui, ça peut être très frustrant. Bah, par exemple, là, je dis que ça a financé le dos toilé, en fait il manquait 60 € par exemple sur le palier. Bon, je me suis dit à 60 € près, moi je veux qu'il soit le dos toilé, donc voilà, on le met. Voilà, c'est moi j'ai pas voulu être rigide en disant ah bah non, il est pas atteint, quoi. C'était voilà. D'accord. Et au-delà du financement participatif, après, comment on fait vivre alors le bouquin, puisque il y a certes des packs libraires, enfin des librairies peuvent commander la chose, mais d'un autre côté, quand tu es dans ce genre de circuit direct, en fait, directement au consommateur, comment est-ce qu'on fait ensuite pour continuer de faire découvrir le bouquin aussi Bah, nous, on est diffusé par Macassar, donc on a accès à toutes les librairies, toutes les Fnac, tout, voilà, sauf Amazon, où on vous refusez. Et sinon, c'est parcourir la France en festoche pour présenter. En fait, le problème, c'est pas la diffusion, c'est vraiment la représentation. C'est-à-dire que même si un libraire le prend, il le met juste sur un étal sans en parler, jamais, c'est compliqué. On reste noyé, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en plus, on voit qu'on fonctionne bien en festival, donc parce que les gens s'intéressent, les gens prennent le temps, justement. Donc puis c'est intéressant. C'est intéressant aussi d'avoir des retours de gens qui reviennent en disant j'ai pas aimé, j'ai aimé, j'ai préféré cette histoire, voilà. Donc ça donne vraiment une proximité, le Ulule, en fait, par exemple. Ok. Et donc, dernière question. Mettons que tu ne me connaisses pas, on est en festival, je suis un kidam qui arrive. Je suis curieux, comment est-ce que tu me présentes les Contes du Givre pour celles et ceux qui nous ont écoutés, mais qui voudraient se lancer. Est-ce que tu peux me faire un pitch? Comme je disais tout à l'heure, c'est la fusion c'est le mélange entre Père Castor avec des petites histoires et dans l'univers de Dark Crystal. Donc, je trouve que c'est la meilleure formule. Ok, très bien. Eh bien, merci pour cet instant marketing qui ouvrira ça. Mais donc, les Contes du Givre, donc 2 tomes disponibles chez Comics Initiative, donc écrit, dessiné, mise en couleur par Jocelyn Billard. Merci d'avoir été avec nous pour présenter ce travail et nous parler de ton processus créatif là-dessus. Et on attend du coup les 7 autres tomes d'ici les prochaines années. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos retours et commentaires sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et puis on vous rappelle que les émissions Super Friends sont importantes. Il faut les soutenir. Donc si vous appréciez le travail que l'on fournit sur le podcast et que vous voulez également soutenir les auteurs qui viennent présenter leurs travaux, il faut partager ces émissions. Merci de nous avoir écoutés. Salut Jocelyn et à bientôt. Salut Arnaud, à bientôt.